Alors, lors de l'élaboration de cette journée, nous avons souhaité accorder une place à la Première Guerre mondiale, notamment en raison des commémorations du centenaire qui se prépare. Donc, merci Alexandre Lafond d'avoir bien voulu répondre à notre sollicitation. Alors, notre collègue est membre du CRID, ses recherches portent sur la Première Guerre mondiale. Il a soutenu une thèse de doctorat en histoire contemporaine récemment, en septembre 2011, sur la camaraderie au front. Par ailleurs, je crois qu'il commencera par cet aspect, il est conseiller pour l'action pédagogique dans le cadre de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc je crois qu'il sera très très intéressant qu'il nous présente les objectifs de cette mission, ainsi que toutes les manifestations, ou certaines manifestations qui sont prévues pour ce centenaire. Alors, je vous laisse la parole donc, pour environ 1 heure. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, bonjour chers collègues et merci de m'accueillir aujourd'hui en Picardie, sur cette terre marquée parmi d'autres par les cicatrices de la Grande Guerre, au cœur de mémoires civiles et combattantes qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui, à l'aube de son centenaire. Alors, on peut se rendre compte de cette résonance contemporaine de l'événement par la mise en place d'un groupement d'intérêt public qui se dénomme Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale par l'État, bien longtemps avant le centenaire lui-même, puisqu'il a commencé à fonctionner en avril 2012. C'est dire l'importance que l'État veut donner à ces commémorations qui s'appuient sur des résonances donc très très importantes aujourd'hui, des résonances familiales, des résonances locales, des résonances nationales et internationales. Puisque si le centenaire sera un centenaire de la Grande Guerre, des Français, il sera aussi le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc, pendant 4 ou 5 ans, la France sera la vitrine de ce centenaire et va accueillir dans tous les départements du front, mais plus largement dans toute la France, un tourisme de mémoire qui se développe de plus en plus avec le passage de l'événement des mémoires à l'histoire. Dans ce cadre-là, un certain nombre d'axes ont été privilégiés. Il y aura en particulier un gros travail de fait sur le lien franco-allemand, puisqu'il s'agit de s'appuyer sur le centenaire, à la fois pour comprendre l'événement, pour en comprendre l'écho aujourd'hui, et essayer de s'appuyer sur un héritage dramatique commun pour construire de l'avenir. Et en particulier, donc, renforcer le lien franco-allemand et plus généralement la construction européenne. C'est un enjeu qui semble être un enjeu important, vous en conviendrez avec moi. Un autre axe important est la transmission en direction des jeunes générations. Comme nous l'évoquions tout à l'heure avec le président donc, de la régionale de la PAG, nous sommes des enseignants qui avons une quarantaine d'années et nous avons peut-être encore un lien sensible avec l'événement, puisque nous avons eu des récits de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents sur la Grande Guerre. Les jeunes générations, ceux qui sont au collège aujourd'hui, à l'école primaire, au collège ou au lycée, n'ont plus ce lien qui était déjà ténu avec l'événement. Il s'agit donc de faire avec eux de l'histoire et de leur transmettre cet héritage dramatique. Donc cette action pédagogique qui va être prise en main par la mission du centenaire, en lien avec le ministère et l'inspection générale, est un enjeu extrêmement important. Et cet enjeu, on aimerait qu'il passe par 2 grands thèmes, la compréhension donc, de l'événement lui-même et le partage des mémoires de cet événement pour construire de l'histoire ensemble. Partage des mémoires, ça veut dire par exemple veiller à ce que des établissements du Lot-et-Garonne, au hasard, travaillent sur la mémoire locale de 14-18,
pendant qu'un même établissement, un noyon par exemple, travaille sur la mémoire locale de la Grande Guerre, et qu'il y ait un moment un partage de ces mémoires entre les établissements, pour qu'ensemble, les enseignants et les élèves fassent de l'histoire. C'est-à-dire que l'on historicise la Grande Guerre avec les élèves, en s'appuyant sur une approche pluridisciplinaire. J'insiste là-dessus, il ne faut pas que le centenaire ne soit qu'un centenaire s'appuyant sur les professeurs d'histoire-géographie, même s'ils seront évidemment les fers de lance, s'ils seront en première ligne. Il faut aussi que ce soit un temps d'apprentissage d'autres disciplines. J'ai mis donc en première page de mon intervention sur le diaporama 2 images donc, de BD de Jacques Tardy, s'appuyer sur les créations culturelles contemporaines ou de l'événement lui-même pour donner sens à cette grande guerre avec les élèves. Donc s'appuyer sur les arts plastiques, sur la musique. Je sais que l'historien de la Grande Guerre de Péronne va travailler beaucoup sur cette dimension-là pour le centenaire, mais il y a d'autres établissements qui vont le faire. L'histoire des arts, évidemment, qui est au carrefour de l'histoire et de l'histoire de l'art. Les sciences également, nous voudrions que les sciences soient aussi appelées à être mobilisées autour du centenaire. Voilà. Ces échanges de mémoire dont je viens de vous parler devront être aussi des échanges de mémoire européennes. J'ai parlé du lien franco-allemand, mais nous allons travailler aussi avec des établissements australiens, des établissements canadiens, des établissements du Royaume-Uni, de Pologne, de Russie, puisqu'il faut absolument s'appuyer sur cet événement qui a été un événement mondial et dont les mémoires sont partagées dans un grand nombre de pays et n'ont pas du tout les mêmes fondements que les nôtres. Vous n'êtes pas sans savoir que pour l'Australie ou le Canada, la Grande Guerre est un repère national extrêmement fort, autant qu'il a été un repère national déchirant pour l'Italie. Donc il s'agit évidemment de remettre ce caractère mondial à l'événement pour ouvrir aussi nos élèves à cette perspective qui est quand même au cœur de notre métier. Voilà, je voulais tracer en quelques mots un petit peu ces perspectives autour du centenaire pour ne pas m'appesantir trop longtemps. Je répondrai à toutes vos questions évidemment sur ce sujet-là à la fin de mon intervention. Peut-être ajouter quand même que ce centenaire, pour être au cœur de la machine en ce moment, ce centenaire sera formidablement, aura un écho extraordinairement important à toutes les échelles dont je viens de vous parler. Nous recevons tous les jours des porteurs de projets pédagogiques, culturels, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit dans les expositions. Il va y avoir de grands moments forts, s'appuyant sur des structures comme la BNF, les Archives de France, le Sénat, les Invalides. Tous les territoires se sont emparés déjà de ce centenaire. J'ai été installé, par exemple, le comité départemental, puisqu'il y en a dans chaque département du centenaire, dans l'Aude. Donc l'Aude, vous voyez bien, nous sommes à 800 km du front, pas du tout la même histoire, pas du tout la même mémoire que les départements comme la Somme ou la Meuse, et pourtant, vous avez des associations, des enseignants qui sont déjà mobilisés pour faire revivre l'histoire des monuments aux morts de l'Aude, pour faire émerger des témoignages. Alors, l'Aude, c'est quand même Louis Barthas, donc il y a un gros travail qui sera fait autour de ce personnage. Et il y aura aussi de grandes manifestations culturelles autour du théâtre, des expositions, etc. Donc, c'est vraiment toute la communauté, on va dire, nationale, et dans tous les domaines, qui s'emparent de ce centenaire. Pour revenir donc au cœur de mon intervention aujourd'hui, donc intitulée « La Première Guerre mondiale, l'expérience combattant dans une guerre totale », je me suis appuyé sur 2 illustrations donc, de Jacques Tardy, qui montrent la prégnance de la guerre aujourd'hui, 100 ans après. Ici donc, à travers la figure
archétypale du combattant. D'abord, donc, en haut de la diapositive, combattant de 1914, donc pantalon garance, et le combattant, le poilu, avec la barbe, le combattant donc, de Verdun 1916, 1917 ou 1918. Donc cette guerre aujourd'hui est souvent ramassée autour de ce personnage du poilu, donc archétypal, dont tour à tour on plaint le quotidien, on vante le courage, on stigmatise parfois la lâcheté, ou que l'on rattache le plus souvent aujourd'hui à la figure de la victime du drame de la Grande Guerre. Nous voyons donc qu'il y a, et c'est Nicolas Offenstadt qui le montre bien, des usages très importants aujourd'hui encore de la Grande Guerre, des usages généalogiques, des usages politiques, des usages culturels, qui sont encore donc très prégnants et qui s'appuient sur un questionnement très contemporain sur l'événement, qui filtre à travers l'intitulé des programmes scolaires, qui s'incarne donc dans cet intitulé, la Première Guerre mondiale, l'expérience combattant dans une guerre totale. Alors une première remarque s'impose d'emblée, ça n'a pas toujours été l'intitulé des programmes autour de la Grande Guerre. Donc c'est un questionnement très contemporain autour de la figure donc, du combattant et autour de la question de la violence et de la guerre totale. Violence qui est interrogée, qui interroge beaucoup, et l'historiographie contemporaine de la Grande Guerre et nos démocraties aujourd'hui. Figure du combattant également, qui est au centre de l'intitulé scolaire du traitement de la Grande Guerre, parce que nous sommes aussi dans une configuration historiographique, après un traitement dans les années 20-30 très diplomatique et très mobilisatrice encore de l'histoire scolaire autour des causes de la Grande Guerre, après une deuxième historiographie centrée autour d'une histoire économique et sociale, nous sommes rentrés dans une historiographie plutôt culturelle et plutôt autour des expériences des individus. J'ai parlé de Louis Barthas, ce tournant est peut-être lié aux années après 68 et les années 70, où l'intérêt du public et l'intérêt de l'historiographie se penchent sur les histoires sociales et les parcours, en particulier, des individus dans les guerres. On oublie donc un traitement très massif des combattants, puisqu'on évoquait dans les manuels scolaires des années 20 jusqu'en les années 50 ou 60 la troupe, les figures des grands chefs, pour aujourd'hui se pencher, avec également l'importance du tournant de la micro-histoire, sur des individus. Également, ce qui est intéressant dans un premier temps à voir, c'est qu'on ne parle plus de grande guerre, mais de la Première Guerre mondiale. Donc il y a un souci également dans l'intitulé de mettre à distance l'expression grande guerre, plutôt donc expression affective, qui est liée à un lien fort avec donc traumatisme et la mobilisation de l'événement lui-même, pour se tourner vers une historicisation de l'événement dans sa dimension non plus nationale, mais mondiale. Cet intitulé invite donc d'emblée à esquisser avec les élèves, d'abord et avant tout, un tableau du monde en 1914, avec, en point d'orgue, quelques idées à mettre, à mon sens, en avant, l'importance en 1914 des États-nations qui se sont installés en Europe au XIXe siècle, face à des empires multinationaux vieillissants, des nations qui sont en compétition et en Europe et à travers le monde, à travers donc la colonisation d'une part, et le mouvement nationaliste qui reprend donc du poil de la bête à partir donc, de 1905-1911, pour ce qui est du cas franco-allemand avec la crise d'Agadir, sur fond donc de conquête coloniale. Il faut également montrer aux élèves, en tout cas en quelques mots, que
à l'intérieur de ces nations, il y a aussi des tensions fortes, des tensions régionales, des tensions sociales, et que même si une grande partie des populations profitent de la croissance économique et du progrès, qui est une idée clé de la période, il y a aussi donc des populations qui sont laissées sur le carreau. Il faut également, à mon avis, montrer aux élèves qu'on est en 1914 quand même dans une phase d'intégration également, parce que s'il y a des tensions entre les nations, il y a aussi des liens économiques forts et des échanges qui se font. On retiendra donc en 1914 le rôle central des États, l'imbrication des acteurs dans une interrelation croissante des territoires et également cette idée de tension. On voit bien donc se dessiner l'idée de totalisation si guerre il y a. Donc totalisation entendue dans notre sens comme un processus impliquant dans la guerre l'ensemble des acteurs de la société, l'ensemble de la société et de son fonctionnement. En première ligne donc, dans cette guerre qui va arriver, il y aura la masse des combattants, plusieurs dizaines de millions de soldats qui vont être mobilisés sur tous les continents. On pourra leur parler de la mobilisation de soldats portugais, même si le Portugal reste neutre pendant la guerre. Il y a aussi la Grande Guerre du Japon. Il y a donc la Grande Guerre, évidemment, sur le continent européen, mais qui va se décliner, je vais le rappeler, en Afrique ou en Asie. Donc, notre regard scolaire d'enseignant invite donc à porter notre regard sur les hommes en guerre à une échelle nationale, plutôt que sur la troupe ou les hommes en général. La problématique serait donc celle-ci pour ce programme, c'est intitulé « En quoi l'expérience combattante particulière de la Grande Guerre, du premier conflit mondial, témoigne d'un processus de totalisation de la guerre ?» Avec le plan que je vais vous présenter maintenant, à mon sens, insister sur une première caractéristique de ce conflit, c'est-à-dire une guerre de masse et des expériences combattantes. C'est en ça que je nuance déjà l'intitulé qui nous est proposé. Donc une guerre de masse qui est marquée par une industrialisation du combat, et on va voir en quoi cette industrialisation va transformer le combat lui-même et donc les expériences combattantes, pour ensuite montrer que la figure du combattant, en fait, est au carrefour de l'ensemble de la mobilisation de la société, de ses acteurs et des espaces sociaux. Une des premières caractéristiques, à mon sens, sur lesquelles il faut insister, c'est évidemment qu'est-ce qui fait cette spécificité de la Grande Guerre, c'est bien son caractère massif. D'abord et avant tout, avant de commencer par l'idée de violence, de surviolence ou de brutalisation. C'est bien la massification de la guerre, en premier lieu, qui me semble originale, en tout cas qui me semble intéressant dans un premier temps à montrer du doigt. Et cette massification de la guerre est importante pour nous parce qu'elle rentre en résonance également avec le fait que les soldats qui vont être mobilisés dans le cadre d'une armée de conscription, et pas une armée professionnelle, est une armée de soldats lettrés qui savent donc le plus souvent écrire, même s'ils ne sont pas tous, ils ne manient pas tous la plume avec beaucoup de dextérité. Ils sont passés par donc l'école de la République, école qui avait un discours déjà sur la guerre. Et tout ça a donné, et c'est là une chance pour l'historien du conflit, et pour nous qui devons l'enseigner, à une masse énorme de témoignages produites par les combattants, masse de témoignages que nous n'avons absolument pas épuisés, puisque vous savez que il y a tous les ans et à toutes les échelles des éditions, des publications de témoignages de guerre, et c'est absolument important de s'appuyer encore sur ces témoignages-là qui dorment dans les familles. D'ailleurs, le centenaire sera l'occasion peut-être de faire surgir encore
des témoignages intéressants. Donc les combattants ont écrit et ont laissé une masse importante de témoignages, des lettres, des carnets. Donc j'ai quelques exemplaires ici. Alors, cette propension à l'écriture, liée donc à la fois à la scolarisation et à la masse des combattants qui sont appelés donc à combattre, a été d'ailleurs gentiment moquée dès l'entrée en guerre par Roland d'Orgelès, par exemple, qui s'étonnait de voir ces ferblantiers, comme il dit, ou n'importe quel combattant vouloir tenir un carnet absolument. Et d'ailleurs, d'Orgelès dit, en gros, il oppose les chroniqueurs, ces chroniqueurs d'un jour qui vont rapidement laisser, en tout cas c'est ce qu'il dit, laisser tomber leur carnet, il les oppose donc aux écrivains de vocation, comme lui, qui ont justement, qui sont les mieux armés pour pouvoir raconter la guerre. On rentre en tout cas avec cette Première Guerre mondiale dans ce qu'Agnès Viavorka donc appelle l'ère des témoins, et ces témoignages écrits, mais également, je vous en montre un exemplaire à l'écran, photographique, individualisent grandement ces expériences de guerre sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour faire nos cours, et des expériences de guerre qui sont en plus, pas seulement, au désespoir peut-être de Roland d'Orgelès, le fait de grands écrivains, mais qui sont en fait liées aussi à d'humbles soldats que j'aurai l'occasion de citer pendant ma communication, qui ont écrit leur expérience, et ça permet ainsi de pouvoir donner de l'épaisseur à ces armées de masse. Alors ces armées de masse de conscrits qui vont être appelés donc au front dès le 2 août 1914, 2 août qui correspond donc à la première journée de mobilisation des soldats, quelques chiffres quand même. Le 2 août, c'est 2 600 000 combattants qui prennent le chemin de l'Est de manière étagée. Ce sera en tout, pour la seule armée française, 8 400 000 appelés qui vont donc participer d'une manière ou d'une autre à la guerre. Alors cette armée en 1914 est à la fois pour la République une armée que l'on pourrait appeler d'épée, c'est-à-dire qui sert à attaquer, à imposer les intérêts de la France. C'est aussi donc une armée qui est présentée comme un bouclier, à la manière donc de Clausewitz, construite autour de l'idée de gros bataillons qui sont là pour alors une petite parenthèse, voilà un témoignage intéressant ici d'un combattant qui s'appelle Valéry Capot, qui est du Lot-et-Garonne. Témoignage intéressant parce qu'il allie à la fois donc la photographie, on le voit ici posé avec donc une médaille, et également donc il a tenu des petits carnets qu'il avait dans sa musette, petits carnets qu'il a repris juste après la guerre en les mettant au propre sur d'autres carnets qui sont donc aujourd'hui aux archives départementales. J'en profite pour vous inviter à aller explorer les fonds des archives départementales qui souvent sont extrêmement riches de ces matériaux. C'est très intéressant parce qu'on peut aussi étudier avec les élèves les écritures et les réécritures faites par les mêmes combattants. On a parfois 4 récits étagés sur le temps d'un même combattant. Et il est intéressant d'étudier avec les élèves 4 passages qui ont été écrits pour voir le travail de la mémoire sur cette écriture de l'expérience combattante. Je reviens donc sur cette armée donc, au début de la guerre. Cette armée donc, qui a été modelée par l'idée de la Révolution, par donc, l'idée que ce sont les citoyens qui doivent pourvoir donc, à la défense de la nation. Cette armée qui a été mise en place petit à petit au XIXe siècle, notamment par 4 grandes lois militaires, celle de 1872, très marquée par la défaite donc, de la première guerre donc, franco-allemande de 1870-71, une autre en 1889, une autre en 1905 qui va vraiment vers l'égalité de tous les conscrits
dans le cadre de la mise en place d'un service militaire universel, et une dernière loi de 1913 qui est dite loi 2-3 ans, qui porte à 3 ans le service militaire actif, face donc aux craintes que l'on a à l'époque des gros bataillons allemands. Je vous rappelle que la France en 1914 c'est 39 millions d'habitants, l'Allemagne c'est 67 millions d'habitants. Les Allemands sont passés eux aussi à un service militaire beaucoup plus long, et face à cette crainte en cas de guerre d'une mobilisation plus importante des Allemands, il y a donc eu le vote de cette loi des 3 ans en 1913. Donc il faut bien se rendre compte qu'on a donc une armée de conscription, des hommes qui sont très marqués par le service militaire. C'est une armée militarisée. On a du peine aujourd'hui évidemment à l'expliquer aux élèves, mais à cette époque-là, le service militaire et l'armée ont une place éminemment importante socialement et culturellement, presque anthropologiquement dans la société. Je pourrais rappeler évidemment la place du service militaire dans la construction de la virilité chez les hommes à l'époque est extrêmement prégnante. Donc, une armée marquée donc, par d'abord cet aspect militaire, une armée où se mélangent à la fois tous les âges et toutes les catégories socio-professionnelles, même si cette armée reproduit en quelque sorte les structures socio-culturelles du temps de paix. C'est-à-dire que les officiers sont les dominants de la société donc, du temps de paix, et le gros de la troupe reste socialement les dominés du temps de paix. Quoi qu'il en soit, on va retrouver l'ensemble de ces classes sociales, et c'est une première aussi une spécificité de la Grande Guerre, puisqu'on va avoir se côtoyer dans cette armée le tonnelier Louis Barthas, le normalien Maurice Genevoix, des ferblantiers, j'en ai parlé, des écrivains, des charrons, des paysans évidemment qui constituent, paysans au sens très large du terme, qui constituent donc les gros bataillons de cette armée. Il va y avoir également, donc, on va faire appel aux armées de la plus grande France, c'est-à-dire que l'ensemble de ces soldats métropolitains qui viennent également de toutes les régions vont rencontrer, dans le cadre de cette mobilisation, les ressortissants donc, de cette plus grande France, les soldats des colonies, que ce soit donc les tirailleurs sénégalais, ceux qu'on appelle les indigènes, les travailleurs indochinois également qui vont venir pendant l'ensemble du conflit, au nombre de 90 000 quand même, et qui vont à la fois travailler à l'arrière, travailler sur l'arrière-front, mais être parfois mobilisés comme combattants. Donc, cette expérience de la guerre va être une expérience massive qui va toucher l'ensemble des catégories socio-professionnelles, qui va être aussi une expérience massive de la captivité. 500 à 600 000 soldats français vont être capturés. C'est une expérience qu'il ne faut pas occulter également. On parle beaucoup donc, des prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu aussi beaucoup de prisonniers donc, pendant la Première Guerre mondiale. C'est aussi donc, l'expérience des camps de prisonniers. C'est l'expérience également de la blessure. C'est l'expérience de la violence du champ de bataille, mais à des niveaux extrêmement différents. Alors, peut-être deux documents ici à vous présenter, à commenter rapidement. Premier document en haut, à votre droite, donc cette mobilisation massive des militaires, ici donc des régiments agenais, régiments d'actifs et de réserve. Juste une photographie, là aussi privée de combattants, extrêmement intéressante à étudier, qui vous montre ce que peut être, et à montrer aux élèves, ce que peut être concrètement qu'une armée de masse et de gros bataillons à l'époque, puisque là vous avez photographié une compagnie. Et une compagnie, c'est 300 hommes, et 300 hommes, ça peut être parfois comparé à un établissement scolaire, à un collège par exemple, et ça peut également montrer
que toutes les dimensions de camaraderie ou de choses comme ça que vous allez pouvoir étudier avec eux sont à mettre en perspective dans cette vision que les soldats peuvent avoir de leur environnement de guerre. Est-ce qu'ils s'inscrivent dans une escouade, dans une section, dans une compagnie, dans un régiment? Un régiment, c'est 3000 hommes. Donc évidemment, la construction, l'esprit de corps, etc., est à mettre en perspective avec ces chiffres. Ça, je pourrais faire une communication là-dessus, mais ce n'est pas le cadre ici. Donc la rencontre de l'autre est une expérience évidemment importante à mettre en avant. J'ai parlé évidemment de la rencontre de l'autre en termes de rencontre de soldats de différentes régions, de différentes catégories socio-professionnelles, de différents pays. Et dans cette expérience combattante, cette rencontre de l'autre me paraît une dimension extrêmement importante à mettre en avant pour nos élèves, parce qu'elle va aussi transformer les représentations, elle peut aussi avoir transformé les regards sur soi. Il y aurait des choses à dire sur la façon dont un paysan lot-et-garonnais a pu arriver sur la frontière de l'Ouest, les représentations qu'il avait de la France et la manière dont il va prendre contact avec les grandes exploitations agricoles du Grand Est, la façon dont il va commencer à se rendre compte que dans d'autres régions de France, on boit de la bière et pas seulement du vin rouge. Ça n'a rien, mais ça va transformer absolument et ça va participer à un brassage culturel extrêmement important qui montre d'emblée de jeu que l'expérience combattante ne se limite pas justement à une expérience de la violence et de la guerre des tranchées. Cette expérience combattante, avant de venir donc à l'expérience massive du deuil, est aussi une expérience extrêmement variée en termes d'affectation et une expérience variée en termes de théâtre de combat. Puisque un combattant de 14-18 a pu combattre, certes, dans l'est de la France, comme simple fantassin, mais il a pu être artilleur, il a pu être dans le train, il a pu être à la fois artilleur et dans le train, puisque l'expérience combattant ne se limite pas à une affectation en 1914, mais court pendant l'ensemble du combat. En gros, nous avons les témoignages de gens qui ont d'abord été conducteurs de voitures ou de camions, donc très en retrait du front, ont pu combattre sur d'autres fronts, par exemple sur le front occidental, mais ensuite sur le front oriental, dans le cadre de la mise en place de l'armée d'Orient et donc de l'élargissement des fronts en 1915. Il a pu donc se retrouver dans les Dardanelles, occasion peut-être de remontrer et remobiliser les élèves autour de cette idée de mondialisation du conflit. Il a pu également aller combattre dans une autre forme de combat, c'est plutôt un combat de montagne, dans le nord de l'Italie, pour aller soutenir les Italiens face aux Allemands et aux Autrichiens. Il a pu être tour à tour tout cela, ce combattant de 14-18. Donc, il est intéressant aussi de montrer cette épaisseur aux élèves. Alors, autre chose, le combattant a pu avoir 35 ans comme il a pu en avoir 18. Il a pu avoir 18 ans en 1914, comme 35 ans, et évidemment on ne part pas à la guerre à 18 ans comme on part à la guerre à 35 ans. Et là c'est l'occasion aussi de sortir un peu de la Grande Guerre, d'un regard exclusivement spécifique, comme si justement la Grande Guerre n'était que matrice du XXe siècle. Il se joue aussi dans la Grande Guerre des rapports sociaux et des rapports à la guerre qui se sont joués dans d'autres conflits. On ne part pas donc à la guerre en 1914, à 18 ans, quand on, entre parenthèses, c'est ce que dit Henri Despérières, quand on se fait chier, permettez-moi de reprendre son expression, à la caserne depuis 2 ans, en sachant que, évidemment, le service militaire c'est 3 ans, en sachant qu'on va pouvoir sortir des murs de la caserne, qu'on a 20 ans, et que la guerre est une grande aventure, et on va pouvoir, dans les représentations en tout cas, aller y chercher des lauriers. Alors qu'en 1914, quand on a 35 ans, une petite exploitation agricole, qu'on est le seul soutien de famille de ses parents et qu'on a également 2 enfants à nourrir, on ne part pas évidemment à la guerre de la même façon. Ce qui permet aussi de réintroduire peut-être mais très rapidement avec des élèves, une réflexion sur ce que ça peut être que la contrainte et le consentement, sans peut-être
même si, alors au lycée on peut aller plus loin, vraiment aller au cœur de ces notions-là, mais en tout cas les faire réfléchir à ces questions. On ne part pas à 18 ans également en 1918 de la même manière. Il y a beaucoup plus, par exemple, comment dirais-je, d'engagement volontaire en 1917 et en 1918 qu'en 1914. Ce qui pose question, et ce qu'on peut poser comme question aux élèves, comment ça se fait qu'il y a plus d'engagement volontaire en 1917 et en 1918 ? Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que le ressort patriotique en œuvre en 1914 est toujours tendu en 1916, 1917 et 1918, malgré le passage à la guerre industrielle dont je vais reparler tout à l'heure. Donc on interroge les enfants et évidemment on peut mettre à distance ce chiffre-là en montrant que ces engagements volontaires sont souvent des engagements volontaires vers l'artillerie lourde. Alors pourquoi l'artillerie lourde ? Parce qu'évidemment l'artillerie lourde, on sait très bien, et là je vous renvoie à un texte très beau, un témoignage qui a été récupéré par Alain Prévost, je crois, qui s'appelle Ephraim Grenadou, donc, qui est interrogé dans les années 60, et Ephraim Grenadou explique bien, simple paysan, que lui, il a entendu parler ceux qui reviennent blessés de la guerre, et on lui disait, si tu veux être loin du front, en tout cas plus éloigné du front, engage-toi dans l'artillerie lourde parce qu'il y a moins de pertes. Voilà le genre de réflexion qu'on peut mener avec, il me semble, avec les élèves. Sur cette question de la guerre de masse, évidemment, cette guerre de masse spécifique quand même à 14-18 appelle malheureusement une expérience massive également du deuil. On pourrait évidemment revenir sur ces chiffres, extrait d'un article que je vous conseille de lire d'Antoine Pro, « Compter les vivants et les morts, l'évaluation des pertes françaises de 14-18 », qui est disponible sur Internet, où il revient donc sur le comptage et l'enjeu du comptage des morts pendant la guerre, mais également ensuite pour évidemment justifier auprès des Allemands les réparations de guerre. Deuil massif, 1 357 800 donc, hommes tués pour la France, ce qui est plus en proportion de sa population par rapport à l'Allemagne. Un deuil massif qui va toucher toutes les catégories, là encore socio-professionnelles, toutes les régions, avec des enjeux mémoriels très forts encore aujourd'hui. Aller dans une conférence auprès de Bretons sur ces enjeux des morts de la Grande Guerre et des combattants en particulier, il y a évidemment court encore l'idée que les Bretons ont retenu beaucoup plus de soldats morts que le reste de la population. Les régiments méridionaux, notamment le 15e corps, suspectés pendant la guerre d'avoir lâché prise lors de la bataille des frontières en 1914, il y a encore des souvenirs et des mémoires très vives et très conflictuelles par rapport au nord de la France. Sans parler des mémoires corses de la Grande Guerre, qui, certains encore aujourd'hui, accusent l'État français d'avoir mis les régiments corses en première ligne, parce que justement il fallait mater l'identité insulaire des Corses. Donc on voit bien encore l'importance de ces enjeux autour des deuils, mais revenons à notre propos. Ce deuil est familial, ce deuil est communal, ce sont les communes qui en particulier sont à l'origine de la construction des monuments aux morts, il est aussi national, évidemment. Revenons sur ce bilan massif du deuil à l'échelle familiale. Il faut bien se rendre compte et le dire aux élèves que souvent dans la Grande Guerre, toutes les familles ont perdu, ou presque ont perdu, des hommes, mais qu'ils ont souvent perdu un homme unique. C'est-à-dire qu'en particulier, si on se penche sur la petite exploitation rurale dans le sud de la France, les monuments aux morts portent les noms de ceux qui auraient dû reprendre les exploitations agricoles. Parce qu'il y avait souvent 1 ou 2 enfants dans les familles, le malthusianisme était là depuis la fin du XIXe siècle, et on perd souvent l'héritier, et on perd souvent l'enfant mâle. Donc le deuil a été d'autant plus important pour ces sociétés.
Rappelons également que donc, ça va toucher l'économie, ce deuil massif, que nous allons retrouver 6 400 000 survivants de la Grande Guerre, qui seront autant d'anciens combattants, qui vont porter ce deuil, qui vont porter une lecture de la Grande Guerre, qui va s'imposer, j'y reviendrai en conclusion, dans l'entre-deux-guerres, et qui vont s'imposer longtemps encore dans le paysage politique en France. Alors ce deuil massif, je voulais l'illustrer à travers trois documents. Le premier, donc, pour vous signaler qu'une des sources de plus en plus utilisées par les historiens de la Grande Guerre, et c'est heureux, c'est l'archéologie des champs de bataille. Il se développe donc une archéologie de la Grande Guerre de façon très importante, avec des sites emblématiques. Un de ceux-ci, vous le connaissez sans doute, est justement donc, la fouille de la fosse commune où a été enterré l'écrivain Alain Fournier. On parlait donc des catégories socio-professionnelles. Il y aurait des choses à dire justement sur le deuil porté par les instituteurs, par les écrivains. Vous avez tous peut-être aussi en tête les plaques qui sont au Panthéon des écrivains donc, morts lors de la Grande Guerre. Donc cette archéologie du champ de bataille, en particulier l'archéologie de l'inhumation, nous permet d'en savoir également un peu plus sur les pratiques combattantes pendant la guerre et nous apporte beaucoup de renseignements sur le traitement des officiers, le traitement des soldats, le traitement collectif, le traitement individualisé. Il y a une très belle fouille également pour avoir travaillé sur la camaraderie, sur laquelle je me suis appuyé, une très belle fouille au nord de la France d'une fosse commune de combattants britanniques, donc un Pulse Battalion qui a été fauché lors d'une offensive, et une vingtaine de soldats ont été enterrés par leurs camarades, ensemble, à la façon, on pourrait dire, hoplitique, c'est-à-dire que chaque corps était aligné et le coude droit était posé sur la poitrine du camarade d'à côté. Voilà, donc cette mise en forme de l'inhumation est absolument intéressante à prendre en compte sur cette question donc, de l'archéologie de la Grande Guerre et de son apport pour les pratiques combattantes. Alors, également, montrer également que ce deuil massif va irradier l'ensemble du territoire. On l'a vu par les monuments aux morts. On le voit aussi, et c'est un peu moins connu, par le patrimoine, le petit patrimoine de la Grande Guerre associé à la Grande Guerre dans toutes les régions de France. Il y a notamment, on le voit sur la photographie que j'ai prise en bas, des carrés militaires dans tous les départements français. Ici, donc, à Agen, il y a 211 tombes de soldats qui ont été enterrés, soignés dans les hôpitaux agenais, décédés des suites de leurs blessures. Et ce qui est intéressant dans ce patrimoine-là, qui est disponible dans tous les départements, c'est qu'on peut travailler avec les élèves sur la mondialisation de la guerre, sur ces expériences combattantes plurielles, puisqu'il y a des soldats de tous les régiments, de toutes les armes, et également de toutes les nationalités. Et puis il y a un petit clin d'œil, une carte postale pour montrer aussi en quoi le deuil massif a touché l'ensemble de la société et ses structures en particulier. Vous avez donc une carte postale de l'équipe de football rugby. Alors il y a marqué football, c'est en fait du football rugby, puisqu'en 1914 il y avait football rugby et football association, j'y reviendrai. Et vous avez là la photographie de l'équipe du SUA avec un personnage qui est ici, qui est le deuxième en partant donc de la gauche, qui est Alfred Armandy. Les gens qui jouent au rugby savent que le stade à Agen s'appelle le stade Armandy. Et donc il y a une plaque commémorative sur la mort d'Alfred Armandy en 1915 avec les morts du SUA qui sont mis en valeur. Tout ça pour vous dire qu'on a évidemment ici, encore une fois, une résonance du deuil à tous les niveaux, mais qu'on a surtout des matériaux pour travailler avec nos élèves localement sur des expériences combattantes. Là aussi, c'est intéressant à faire comprendre aux élèves que dans la Grande Guerre, il y a certes une industrialisation, mais on s'appuie également sur un retour d'expérience des guerres d'antan. Il y a donc l'enterrement dans les tranchées, puisqu'on n'est jamais autant efficace que quand on est protégé.
Il y a l'idée également que cette industrialisation de la guerre va faire remettre sur les têtes des combattants les casques dont le modèle a été repris sur le modèle des fantassins du Moyen-Âge. La bourguignotte, c'est-à-dire le casque Adrian, est un retour en fait en arrière par rapport à des modes de combat du Moyen-Âge. Donc cette guerre de siège qui s'installe va obliger les belligérants à devoir trouver des solutions pour percer le front et va installer également au cœur de l'identité de guerre cette image du combattant, justement. Parce que là aussi, ce qui est intéressant dans l'intitulé du programme, c'est que le mot combattant est mis en avant à la différence de la Seconde Guerre mondiale. Parce que l'identité combattante est un enjeu fort du premier conflit mondial à cause même de la topographie de la guerre de siège. Pourquoi ? Parce qu'avec cette guerre de siège, je mets en place 2 réseaux de tranchées, plusieurs kilomètres de profondeur, et donc toute l'identité combattante se construit par rapport à cette ligne de front. Et combattant, celui qui est dans les petits postes, dans la première ligne de tranchée. Il n'est pas combattant celui qui ne participe pas à la guerre de tranchées, qui est loin justement des tranchées. Et on voit que dès le conflit lui-même, cette idée donc de combattant, et bien sûr la figure de l'embusqué qui va avec, est un enjeu identitaire extrêmement important. Là aussi, c'est peut-être intéressant de le souligner avec les élèves. Quoi qu'il en soit, cette guerre va s'industrialiser aussi parce qu'il faut essayer de faire la différence par les airs, sur terre et sous terre. Par les airs, ça va être le développement de l'aviation. Sur terre, ça va être la mise en place, bon an mal an, de stratégies pour percer le front, avec le développement de l'artillerie lourde et de l'artillerie d'assaut, c'est-à-dire les chars d'assaut appelés tanks au départ. C'était un autre code en fait pour éviter qu'on sache exactement ce que c'était. Tank signifiant réservoir en anglais. D'ailleurs, le problème des tanks, des chars d'assaut au départ, c'est qu'il y avait beaucoup de réservoirs et beaucoup d'essence dessus. Et quand ils sont utilisés, notamment par les Français, en première ligne de l'offensive du chemin des dames, les 40 à peu près engins qui sont très lourds et qui sont donc très durs à manœuvrer, qui vont très lentement, la majeure partie d'entre eux, 90%, vont être détruits avant même d'avoir fait quelques mètres par les tirs d'artillerie allemands parce qu'ils vont prendre feu à cause des réservoirs qu'il y avait sur leur carapace. Quoi qu'il en soit, donc on va développer une artillerie importante pour essayer de percer le front, artillerie qui va fasciner d'ailleurs dans la photographie privée de combattants. Les grosses pièces d'artillerie prennent une place extrêmement importante. Donc les crapouillots également pour les tirs courbes dans les tranchées et la mise en place aussi d'une artillerie, enfin d'explosifs d'obus à gaz ou d'obus avec une mortalité extrêmement importante qui va s'imposer donc dans la guerre. Donc industrialisation, nécessité de produire beaucoup, une série de chiffres. On passe en fait d'une production de 10 000 obus de 75 mm au début de la guerre à 300 000 obus jour en 1918. L'armée française possède 170 véhicules motorisés en 1914. On est à 170 000 véhicules motorisés à la fin de la guerre. La France possède 150 avions, l'armée française, expérimentaux en 1914. On est à 2600 en 1918. Quelques chiffres pour vous montrer un petit peu cette mobilisation. Je passe la nécessité aussi de percer avec la guerre de mines qui s'installe et donc des travaux qui sont faits autour de la chimie. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que cette expérience combattante, évidemment, qui va être influencée par ces formes de guerre qui vont donc se mettre en place, ces pratiques qui vont être transformées, puisqu'il va y avoir un développement de l'artillerie lourde, donc des combattants de plus en plus
connectés à cette artillerie, donc de moins en moins de fantassins. Il va y avoir de plus en plus de spécialistes, et qui dit de plus en plus de spécialistes, eh ben, dit que l'on abandonne l'identité fantassin pour être soit porteur d'un fusil mitrailleur, soit voltigeur, soit grenadier, etc., etc. Donc on va avoir à la fois des spécialistes qui vont se former, mais également des formes de combat qui vont se transformer. C'est plus du tout, en 1918, une armée format gros bataillon qui combat, mais ce sont des petits groupes. Donc tout ça va évidemment impacter sur l'expérience combattante, et notamment au niveau des relations sociales. Alors, cette industrialisation de la guerre passe aussi par une partie des soldats qui vont être ramenés du front vers l'arrière, non pas parce qu'ils sont blessés, mais parce qu'on va en avoir besoin. Ils vont être ainsi affectés à l'industrie de guerre qui se développe également. Il y a 2 millions d'ouvriers et d'ouvrières qui travaillent pour l'industrie de guerre en 1918, pour 1700 usines sur l'ensemble du territoire. Donc, encore une fois, l'expérience combattante ne se limite pas à celle du combat, mais également à ces destins d'ouvriers qui ont quitté le front pour aller dans ces usines, et ils jouent d'ailleurs souvent le cadre, dans ce cadre, le rôle de contremaître dans ces usines. Donc, pour accélérer un petit peu le mouvement, le format donc, de l'armée change avec cette industrialisation de la guerre. Nous avons ici une affiche type de la mobilisation générale qui a été apposée le 1er août 1914, et on peut travailler avec les élèves sur le fait qu'il y a mobilisation de l'armée de terre et de l'armée de mer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'aviation. Et donc, aller en 1918 et montrer qu'il y a, que l'aviation s'est développée, que les chars d'assaut se sont développés, et que l'armée française n'est plus la même, donc son expérience non plus, et de citer évidemment l'escadrille des Cigognes avec Guynemer, et avec cette industrialisation de la guerre, avec le développement de la mécanique également autour de l'aviation. J'en viens donc à mon grand 3. Nous sommes partis du combattant et de son expérience combattante dans les tranchées, pour ensuite évoquer également cette industrialisation de la guerre qui impacte sur les formes et de la violence qui est donnée, et sur donc l'expérience combattante en tant que telle. Le journal L'Excelsior, le 11 février 1917, avec la photo d'une ouvrière dans une usine de guerre, écrit « L'armée protège l'arrière, l'arrière travaille pour l'armée ». Typiquement, nous avons à la fois le découplage dans cette citation du front et de l'arrière, de l'armée et de l'arrière, mais également la mise en perspective de ces deux espaces. Et il me semble également que travailler sur l'expérience combattante, ce n'est pas seulement travailler sur le combat et la violence, c'est typiquement travailler sur cette totalisation de la guerre, parce que le combattant est une figure carrefour et il n'a pas été déconnecté de l'arrière. C'est-à-dire que les combattants qui ont été sous l'uniforme en 14-18 sont restés, pour la majorité d'entre eux, des citoyens sous l'uniforme. Et notamment, ils sont restés en contact avec l'arrière, ils sont restés en contact avec leur famille, typiquement au travers de la correspondance. Excusez-moi, puisqu'on évalue à peu près 10 milliards de courriers échangés pendant l'ensemble du conflit entre le front et l'arrière. J'ai l'habitude de dire, pour avoir travaillé sur la carte postale en particulier, de dire à mes élèves que la carte postale joue un petit peu le rôle de SMS aujourd'hui. Alors vous allez me dire que c'est un raccourci un petit peu osé, mais quand on travaille sur les cartes postales et quand on voit ce qui était marqué derrière,
bonjour, tout va bien, on a en tête le SMS où tu es, ou qu'est-ce que tu fais. Un simple communication pour, à un moment donné, dans la guerre en tout cas, dire tout va bien, je suis vivant. 10 milliards de lettres, c'est énorme, évidemment. 10 milliards de lettres plus de la photographie privée de combattants, photographies privées qui ont été parfois mises en forme par les soldats comme de véritables carnets de guerre. Où est-ce que je veux en venir? Ici, vous avez un exemple d'un carnet qui est donc conservé à la BDIC. Ces carnets de guerre, ces carnets privés de photographie, sont composés à la fois de photographies prises au front, mais souvent de photographies qui ont été prises aussi à l'arrière lors des permissions. C'est-à-dire que cette expérience combattante est composée à la fois de l'expérience du front et de l'expérience du retour à la vie civile. C'est-à-dire que pour ces soldats qui ont constitué ces carnets pendant la guerre, les deux sont liés. C'est-à-dire ça forme un tout dans la manière dont ils ont d'appréhender leur expérience. Donc dans cette idée-là, la communication, alors j'aurais pu vous parler éminemment beaucoup de cette photographie privée de combattants qui a été au cœur du matériau que j'ai utilisé pour ma thèse. Je reviendrai sur sa dernière photographie. Donc évidemment, la question de la communication, la question du contrôle de cette communication, notamment par l'autorité militaire, a été un des enjeux majeurs de la guerre. Enjeu majeur donc de la mise en place d'une censure et de la mise en place d'un contrôle postal qui se développe dès 1914, mais qui se met réellement en place de façon formelle en 1915. Ce contrôle postal qui permet à l'armée tout à la fois de peser sur les correspondances de guerre, mais qui permet aussi de pouvoir étudier le moral des combattants par rapport donc aux thèmes qu'ils évoquent dans leur courrier. Et ce thème-là est souvent un thème qui est lié à leur foyer, à leur vie sociale, des thèmes qui sont liés aux exploitations agricoles, qui sont liés au devenir de la famille. Alors j'avais deux exemples, il y en a un que j'aurais aimé vous lire, mais je n'aurai pas le temps. Deux exemples, un, celui d'Henri d'Espérière, je vous ai montré les photographies ici, qui dans sa correspondance prend beaucoup de temps pour donner des conseils donc, à sa mère, à son père sur l'exploitation agricole, mais également sur la manière dont ils ont à communiquer envers le cercle de la sociabilité locale. Notamment quand il y a son beau-frère qui disparaît en guerre, c'est Henri d'Espérière, depuis le front, qui dirige un petit peu la communication du deuil envers le cercle de sociabilité de la famille d'Espérière sur le terroir de Montflanquin dans le Lot-et-Garonne. Donc l'autre passage que j'aurais aimé vous citer, c'est celui donc du soldat Suberviol qui vient de Montauban. Et alors là, une grande partie de sa correspondance a trait à l'amour qu'il porte à une jeune fille de Montauban, mais il ne peut pas s'empêcher de papillonner au front. Et il sait qu'il y a un enjeu familial important parce que cette jeune fille est une connaissance de la famille. Il veut devenir vétérinaire, son père est vétérinaire et le père de la jeune fille est vétérinaire. Donc on a, vous voyez, l'aspect bourgeoisie locale, stratégie socio-professionnelle, etc. Et on a des courriers du père de la jeune fille qui écrit au soldat en lui disant, en gros, mon garçon, avant d'aller plus loin, faites vos preuves, revenez vivant de la guerre, donc pour l'instant on ne fait rien, je vous demande d'arrêter la correspondance avec ma fille, je vous demande également de de devenir vétérinaire avant que l'on puisse imaginer un mariage possible. Je reste à votre disposition par contre si vous voulez discuter avec moi. Voilà, des correspondances tout à fait étonnantes qui replongent cette expérience des soldats de la Grande Guerre dans un tout qui n'est pas seulement limité à l'expérience de guerre. Des pratiques aussi combattantes nous font rentrer
dans une expérience qui n'est pas seulement une expérience de guerre, mais qui reste une expérience de citoyens sous uniforme. J'avais deux éléments à soumettre à votre jugement. Le premier, c'est le lien qui se tisse au front entre les combattants et les infirmières, par exemple, qui va transformer la manière dont certains hommes peuvent appréhender ou se représenter la femme, et comment les femmes également, souvent issues d'une classe moyenne ou d'une certaine bourgeoisie, vont en quelque sorte trouver dans la guerre un espace de liberté et également une autre forme de communication avec les hommes. J'ai publié il y a quelques années le témoignage de guerre d'une infirmière protestante de Nérac qui s'appelle Léonie Bonnet. Vous pouvez aller chercher donc cette référence. Et c'est extrêmement intéressant à voir comment elle, face à son engagement dans la guerre, elle perçoit les hommes, elle perçoit le corps des hommes blessés, et comment elle peut être attentive à la liberté que lui laisse la guerre de pouvoir exprimer ses sentiments. Et c'est un moyen pour elle de sortir de son carcan familial. Alors, autres pratiques qui sont plus liées à l'expérience combattante, c'est le sport. C'est une entrée intéressante, il me semble, pour travailler avec les élèves au front, puisque la Grande Guerre, avec ce brassage dont on a parlé, ce brassage socio-professionnel, ce brassage générationnel et régional, va faire que le sport, qui est aussi une arme de mobilisation, en tout cas l'autorité militaire va s'en rendre compte assez rapidement, le sport va se développer. Et c'est aussi lié à cette forme de guerre de siège, avec ce mouvement, 3 ou 4 jours en première ligne, 3 ou 4 jours à l'arrière, au cantonnement, et quelques journées aussi de grand repos. Parce que vous savez que pour l'autorité militaire, un soldat oisif est un soldat dangereux. Donc, soit on lui fait faire de l'activité intellectuelle, soit on lui fait faire de l'activité physique. Donc la gymnastique était déjà une pratique extrêmement utilisée par l'armée, et on va comprendre que les sports collectifs, football, rugby et football association, donc il faut faire attention dans les sources à ne pas confondre les deux, vont être utilisés, et notamment à se développer parce qu'il y a des soldats mobilisés qui sont sportifs, soit sportifs parce qu'ils étaient membres déjà d'associations sportives, soit parce qu'ils étaient des sportifs professionnels également, vont développer le sport. Et alors là, c'est tout à fait croustillant. Nous avons le capitaine Hudel qui pose avec les les agents de liaison de sa compagnie. Le capitaine Hudel, c'est le capitaine de Louis Barthas, qui a laissé un fonds photographique privé, qu'il n'a pas fait lui, mais qu'il a collecté. Et vous avez tout de suite aperçu donc la mise en scène ici, qui a été pensée évidemment, avec le 280e régiment de réservistes, la 21e compagnie en haut. On est sur une cuvette, on est dans une cuvette, c'est-à-dire qu'il faut penser que les Allemands sont à 100 mètres de l'autre côté. D'ailleurs, dans Louis Barthas dit que dans cet épisode de la cuvette, ils jouent au ballon, et ça les fait rire de savoir que les Allemands doivent voir passer le ballon pendant qu'ils sont en train de jouer. Et vous avez remarqué le ballon, justement, qui est posé bien en évidence sur le rebord de cette cuvette, qui est un ballon de rugby, puisque Léon Hudel pratiquait le rugby, et comme capitaine, va imposer à sa compagnie de jouer au rugby. Et évidemment, comme capitaine, il aura comme rôle soit de meneur, soit d'arbitre. Là aussi, c'est intéressant à étudier. Alors, ce sport-là, là aussi, je pourrais en dire beaucoup. Cette pratique sportive, dans l'expérience combattante, est intéressante aussi parce qu'il va y avoir des confrontations entre les régiments français et britanniques. On parlait de l'ouverture tout à l'heure liée à la guerre. Entre des régiments méridionaux ou des régiments de Bretons. Sur le rugby, on peut se projeter, voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Voilà, il y a vraiment cette pratique sportive est tout à fait intéressante. Je passe là-dessus. Juste pour montrer que ce lien entre l'arrière et le front, un lien solide, sera aussi un lien conflictuel,
puisque pour un certain nombre de combattants, ils ne vont pas comprendre pourquoi l'arrière n'est pas en phase avec ce que eux vivent au front, en particulier avec la violence des combats qu'ils peuvent subir et avec le ras-le-bol, en particulier à partir de 1916-1917, qui va s'incarner à travers les mutineries de 1917. Donc je rappelle qu'il touche 2/3, plus ou moins, sous différentes formes, des unités françaises qui sont au front à ce moment-là. Je vous renvoie donc à la belle thèse d'André Loez sur les 14-18, les refus de la guerre. Et il va y avoir aussi donc une mésentente entre l'arrière et les soldats autour de ces questions-là, donc incarnées par les mutineries, incarnées à travers la chanson de Craonne, dont vous avez ici un extrait. Chanson de Craonne qui pointe du doigt les profiteurs de guerre, les embusqués et l'ensemble des gens de l'arrière qui soit profitent de la guerre, soit n'ont pas, à cause, encore une fois une expression de la guerre, du bourrage de crâne, n'ont pas conscience de ce qui se joue au front. Parenthèse, chanson de Craonne qui vient en fait de la chanson de Lorette qui date de 1915. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est de montrer que ces refus de guerre ne sont pas propres à 1917, mais courent de 1914 à 1918. Le plus grand nombre d'exécutions pour refus d'obéissance, c'est 1914, 1915 et pas 1917. Ça permet également de montrer aux élèves qu'à un moment donné aussi, pour certains combattants, le deuil est tellement massif que l'écriture de guerre devient une arme pour pouvoir justement mettre en valeur ce sacrifice. Et là, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse autour de l'œuvre d'Henri Barbusse, Le Feu. Le Feu qui est utilisé pour justement appuyer par des extraits ce que a pu être l'expérience combattante. Il est intéressant de travailler avec les élèves, là encore dans une perspective pluridisciplinaire, de comparer l'œuvre Le Feu avec les lettres d'Henri Barbusse, dans lesquelles il explique comment il fabrique littéralement le feu. Et on voit bien qu'Henri Barbusse ramasse dans son livre L'expérience combattante, non pas pour refuser la guerre, mais pour éveiller les yeux de l'arrière, justement, sur ce qu'est la guerre. Et Henri Barbusse dit en gros dans Le Feu, ces sacrifices nécessitent maintenant que l'on aille jusqu'au bout. Henri Barbusse, avant d'être un pacifiste, est d'abord quelqu'un qui fait un monument à l'expérience combattante et qui veut appuyer cette expérience-là, s'en servir pour dire le sacrifice est tel en 1915-1916 que l'on ne peut pas arrêter avant la victoire. Et là, je pense, pour terminer mon propos dans cette troisième partie, qu'on est bien dans le cœur de notre problématique, c'est-à-dire que l'œuvre d'Henri Barbusse témoigne bien de la totalisation de la guerre, c'est-à-dire de ce lien entre le front et l'arrière, de la société mobilisée, d'un écrivain mobilisé pour mettre en valeur cette expérience de guerre, qu'il veut d'ailleurs universelle, et ce qui va appeler son parcours après-guerre vers le pacifisme et un regard international du conflit. Donc on peut même commencer et traiter l'ensemble de nos malheureuses 3 heures de la Grande Guerre, au collège en particulier, mais même au lycée, autour de la figure d'Henri Barbusse. Il me semble que c'est une entrée intéressante. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces éléments, avant de passer à ma conclusion, témoigne du fait que cette expérience combattante n'est pas seulement une expérience de victime, n'est pas seulement une expérience de gens consentant au devoir patriotique ou écrasés par la contrainte. Les combattants de 14-18, par leur témoignage, montrent bien qu'en guerre, ils ont eu la capacité,
envers leurs officiers, envers leurs propres pratiques combattantes, notamment en limitant la violence de guerre. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais on aurait pu aussi en parler. En négociant avec les officiers, ont bien montré par cette adaptation qu'ils sont restés et qu'ils se sont même développés dans la guerre en tant que citoyens. Ils ont même contribué à la transformation de la représentation de la guerre par le pouvoir civil. Si Pétain, en 17, ne peut pas, ce qu'il le voudrait, écraser les mutineries comme il le souhaite, c'est parce que les soldats négocient beaucoup au front. C'est parce que l'état-major se rend compte qu'il ne peut pas user des mêmes stratagèmes qu'en 1914, et ça je vous renvoie à la thèse d'Emmanuel Saint-Fucien sur l'obéissance, les structures de l'obéissance en guerre. C'est bien parce que les soldats également ont une autre représentation de la guerre que celle qu'ils avaient en 1914. Pour conclure donc, et je serai dans les temps, on le voit donc, la notion d'expérience combattante témoigne à la fois, j'ai essayé de le montrer dans la première partie, d'une mondialisation du conflit et de son processus de totalisation. On voit donc bien pourquoi le combattant et son expérience, ou plutôt ses expériences, j'insiste absolument là-dessus, concentrent sur lui tous les regards, et pendant la guerre, parce qu'il va être au cœur de la mobilisation de la société par l'autorité militaire et par le pouvoir public, par les pouvoirs publics, concentre sur lui dans tous les regards après-guerre, ce que l'on voit notamment à travers la production des monuments aux morts, qui mettent en valeur, appuyés également par le discours ancien combattant, cette figure héroïque du combattant, d'abord montrée de manière tout à fait allégorique, puis traité dans sa masse, aujourd'hui traité comme un individu à part entière à travers justement cette notion d'expérience. À travers eux se dessine la mobilisation de toute la société à une échelle dépassant la seule nation, avec ses contradictions et ses limites, puisque d'autres représentations viennent aussi, après-guerre, contrebalancer cette héroïsation de l'expérience combattante. On peut le voir aussi à travers la production de certains monuments aux morts qui sont pacifistes et qui ne mettent pas en avant la figure du combattant, mais qui se plaisent à mettre en avant la figure de l'orphelin, de la veuve ou de la famille éplorée par la mort du combattant. Nous venons de voir, je l'espère également, que la question de la violence n'épuise pas les expériences combattantes. J'ai volontairement minimisé cette question dans mon propos, sans du tout avoir en tête de l'éluder. Les combattants ont subi une violence importante, mais qu'il faut remettre à sa juste valeur et qu'il faut essayer de spécifier pour 14-18. La violence de 14-18 est marquante parce qu'elle est d'abord massive. C'est ce sur quoi j'ai voulu insister dans la première partie de mon propos. Elle est violente parce que les armes utilisées de plus en plus sont de plus en plus mortifères sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'elles apportent une mort massive et font du champ de bataille un lieu de mort beaucoup plus importante. Beaucoup plus important. Mais il serait intéressant de comparer quand même avec les combats de Napoléon, des guerres napoléoniennes. En quoi un boulet qui est envoyé dans une troupe compacte est aussi violent et en tout cas est aussi marquant qu'un obus qui explose sur une compagnie en 14-18. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Le troisième point peut-être pour spécifier cette violence de guerre, c'est la dilatation du temps de la bataille. Ce qui fait la spécificité de 14-18 et de l'expérience combattante, c'est bien la dilatation du temps de la bataille. C'est-à-dire que là où, dans les campagnes napoléoniennes, même si le champ de bataille est extrêmement violent, avec des combats à l'arme blanche terribles, il y a un jour de bataille et ensuite il y a plusieurs mois d'attente.
En 14-18, la bataille se dilue. C'est-à-dire qu'on est quasiment tout le temps à la merci d'une violence liée au combat. Dans de nombreux domaines, la guerre de masse, ses formes et la manière dont les hommes l'ont conduite et ceux-là sont appropriés, produisent aussi d'autres changements que les seuls traumatismes de guerre. Nous l'avons vu dans des domaines aussi divers que l'écriture ou le sport. Les expériences de guerre transforment les structures sociales, mais aussi les structures donc mentales, en interrogeant par exemple le couple, la place de l'homme dans le foyer. Je pense que c'est pour réintroduire l'expérience des civils, comme nous y invite aussi Philippe Nivet, il est intéressant aussi, dans ce va-et-vient que j'ai fait dans la troisième partie, de réintroduire ces dimensions de citoyenneté et de civil dans la guerre. Pour terminer enfin, il me semble que cette dimension totale de l'expérience combattante, vous voyez que j'insiste pas sur l'expérience combattante dans une guerre totale, mais l'expérience totale des combattants nous interroge sur les démobilisations et les formes de la démobilisation. C'est bien parce que les soldats sont restés des citoyens sous l'uniforme et que dans les représentations d'avant-guerre et pendant la guerre, on a mis en avant l'idée d'égalité, que ces jeunes anciens combattants sortent de la guerre extrêmement marqués sur cette question-là. Et l'étude de la camaraderie en particulier montre cet impact de la désillusion sur justement le pacte social. Et il me semble que ces expériences totales combattantes marquent la fin de la nation, de la prédominance de l'idée de nation en 1918, et vont faire justement éclore comme échappatoire deux extrêmes, soit une expérience marquée qui conduit au pacifisme, donc là on n'est plus dans la nation mais dans l'international, soit une expérience qui cristallise justement autour de la violence les chemins politiques qui vont consolider en fait la place de l'extrême, et en particulier l'extrême droite, dans l'entre-deux-guerres, et qui va aboutir aussi aux tensions sociales de cet entre-deux-guerres. Je vous remercie pour votre attention.